800 ouvriers, 55 000 mètres carrés de manufacture, 3 000 pianos par an. Chopin, Debussy, Ravel, Stravinsky, les plus grands musiciens du monde jouaient sur des instruments dont chacun exigeait 5 000 pièces, 1 000 heures de travail et un bois d'épicéa séché pendant 8 ans dans un hangar de banlieue. Puis, pièce après pièce, décision après décision, tout a été démonté. La faillite de 1933, la saisie de la salle par une banque, la fusion avec les rivales mourantes, le transfert en Allemagne, 5 dépôts de bilan, un virage vers le luxe que personne n'achetait, la fermeture d'un atelier de 14 personnes un matin de novembre 2013, sans cérémonie, sans caméra, sans réponse du ministre. Aujourd'hui, le nom Pleyel est gravé sur une gare dessinée par un architecte japonais et sur un hôtel 4 étoiles avec piscine panoramique. Mais dans l'atelier de la rue des Bretons, il n'y a plus personne. C'est l'histoire du premier facteur de piano de France, de sa construction par 4 hommes en un siècle et de sa destruction par une douzaine d'autres en 80 ans. Chapitre 1. Le fils du maître d'école. Cette, cette histoire commence par un enfant qui n'aurait jamais dû quitter son village, Rupperstal, Basse-Autriche. Un bourg de quelques centaines d'âmes, coincé entre les vignes et les champs de blé, à une journée de route de Vienne. C'est là que naît Ignaz Pleyel, le 18 juin 1757, sixième enfant de Martin Pleyel, maître d'école et organiste de la paroisse. Un homme modeste, un rang modeste, un destin qui aurait dû se résumer à l'église du village et à quelques arpents de terre. Mais Martin Pley a un fils qui sait écouter. Et dans la Basse-Autriche du XVIIIe siècle, un enfant qui a l'oreille attire l'attention du seigneur local. Le comte Ladislaus Erdődy, aristocrate mélomane, remarque le garçon. Il finance ses études. Et en 1772, à 15 ans, Ignaz Pleyel quitte Rupperstal pour Eisenstadt, le château des Esterházy, résidence du plus grand compositeur vivant d'Europe. Joseph Haydn, 5 années d'apprentissage. 5 années auprès d'un homme qui réinvente la symphonie, le quatuor à cordes, la sonate. Le garçon de Rupperstal n'étudie pas la musique dans un conservatoire. Il la vit dans l'atelier d'un génie au travail. Il copie des partitions, il assiste aux répétitions. Il observe la manière dont Haydn construit une phrase musicale, la développe, la fait respirer. Ce n'est pas un enseignement théorique, c'est un compagnonnage. Le même principe qui, 30 ans plus tard, gouvernera les ateliers de sa propre manufacture. En 1777, Pleyel quitte Eisenstadt. Il a 20 ans. Il compose, il voyage, Italie, Strasbourg, Londres. Mozart lui-même, dans une lettre de 1784, écrit cette phrase qui restera. Qu'il serait heureux pour la musique que Pleyel puisse un jour remplacer Haydn. Mozart ne fait pas de compliments à la légère. Et Pleyel, le nom s'est francisé entre-temps, devient l'un des compositeurs les plus joués d'Europe. 40 et une symphonie. 70 quatuors à cordes, 6 symphonies concertantes, 2 opéras. À la fin du siècle, ces partitions se vendent de Londres à Naples. Mais Pleyel n'est pas seulement un compositeur. C'est un homme qui a grandi dans la précarité, qui a vu ce que la dépendance d'un mécène signifie et qui a compris très tôt qu'un musicien sans revenu propre est un musicien à la merci du monde. Cette lucidité économique, rare chez un artiste de cette époque, va tout changer. En 1783, il est nommé vice-maître de chapelle à la cathédrale de Strasbourg. En 1789, il en devient le maître. Puis, la Révolution arrive. Strasbourg, ville frontière, ville de garnison, est en ébullition. Pleyel est convoqué 7 fois devant le comité de salut public. 7 fois. Un aristocrate autrichien de naissance, protégé de comte, compositeur de musique de chambre pour salon doré. Le profil idéal pour la guillotine. Il sauve sa tête de la seule manière possible, en composant des œuvres révolutionnaires, des hymnes patriotiques, de la musique pour la République. La survie par l'adaptation, ce trait de caractère, cette capacité à lire un environnement hostile et à s'y mouvoir sans renoncer à ce qu'il sait faire, sera le trait fondateur de la maison qu'il va bâtir. Début 1795, Pleyel quitte Strasbourg pour Paris. Il a 37 ans, une famille à nourrir, et la certitude que la composition seule ne suffira pas.
Il ouvre un magasin de musique et fonde une maison d'édition. Le commerce des partitions est en plein essor. La bourgeoisie parisienne veut jouer du piano dans ses salons, et pour jouer, il faut des partitions. Pleyel publie Boccherini, Beethoven, Clementi, Haydn, son propre maître. Plus de 4000 titres au fil des ans. En 1802, il invente le format poche pour partition. Une innovation commerciale qui met la musique dans la poche d'un étudiant pour le prix d'un déjeuner. Mais l'édition est un métier de papier. Et Pleyel, l'ancien élève de Haydn, veut mettre les mains sur l'instrument lui-même. En 1807, il franchit le pas. À 50 ans, Ignace Pleyel ouvre un atelier de fabrication de pianos, rue Cadet, dans le 9e arrondissement de Paris. C'est un pari. Il n'est pas facteur d'instruments. Il est compositeur, éditeur, commerçant. Mais il connaît le piano mieux que quiconque. Par l'intérieur, par le son, par ce qu'un musicien attend d'un clavier sous ses doigts. Le premier atelier est modeste. Quelques ouvriers, quelques instruments par mois. Mais Pleyel a un avantage que ses concurrents n'ont pas. Il sait ce que le piano doit produire, parce qu'il a passé 30 ans à écrire pour lui. Il ne construit pas un meuble, il construit un son. Vers 1815, avec la collaboration de Jean-Henri Pape, l'un des facteurs les plus inventifs de l'époque, Pleyel introduit le piano droit en France. Le pianino, comme on l'appelle alors. Un instrument plus compact, moins cher, qui tient dans un salon bourgeois sans en occuper la moitié. C'est une révolution commerciale autant que technique. Le piano à queue reste l'instrument du concert. Le pianino devient l'instrument de la maison. Et la maison bourgeoise du XIXe siècle, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, veut un piano. Les honneurs suivent. Facteur d'instrument du roi de Westphalie en 1810, facteur de piano du roi en 1829. Ignace Pleyel, le fils du maître d'école de Rupperstal, est devenu fournisseur de couronnes. Il meurt le 14 novembre 1831 à 74 ans et il est enterré au cimetière du Père-Lachaise, division 13. Il laisse une manufacture en activité, une réputation naissante et un fils qui va transformer l'essai. Le fils s'appelle Camille. Chapitre 2. Le fils, la pianiste et le polonais. Camille. Pleyel naît le 18 décembre 1788 à Strasbourg, l'année précédant la Révolution, dans une ville qui va bientôt trembler. Fils aîné d'Ignace, il grandit dans la musique. Son père lui enseigne le piano, puis le confie à Jan Ladislav Dussek, virtuose bohémien et l'un des plus grands pianistes de son temps. Camille n'est pas un génie du clavier, mais il comprend le clavier. Il comprend ce qu'un pianiste attend d'un instrument, ce qui fait qu'une touche répond ou résiste, ce qui transforme un meuble en partenaire musical. En 1815, il devient associé légal de la firme. L'enseigne change. Ignace Pleyel est fils aîné. En 1824, il prend la direction effective. Son père vieillit, la manufacture grandit, et Camille a une vision que son père n'avait pas. L'échelle. Ignace fabriquait des pianos. Camille va fabriquer une industrie. En 1831, il épouse Marie-Félicité Denise Mauch, brillante pianiste belge de 20 ans. L'histoire de ce mariage mériterait un chapitre à lui seul, parce que Marie Mauch avait été la fiancée d'Hector Berlioz, qui avait projeté de les tuer tous les deux avant d'abandonner son plan à Nice, pistolet dans la valise. Berlioz raconte l'épisode dans ses mémoires avec le souffle d'un romancier. Camille Pleyel, lui, n'en dit rien. C'est un industriel, pas un poète. La séparation survient en 1835. 4 ans de mariage, pas d'enfant. Et 2 tempéraments incompatibles. Elle, artiste flamboyante, lui, fabricant méthodique. Car Camille est d'abord un fabricant, et un fabricant redoutable. En 1834, la manufacture emploie 250 ouvriers et produit 1000 pianos par an. 1000. En une génération, l'atelier de la rue Cadet est devenu une usine. La même année, Camille ferme l'activité d'édition musicale fondée par son père. Une décision chirurgicale. L'édition disperse l'énergie. Le piano la concentre. Désormais, la maison Pleyel ne fera qu'une chose, et elle la fera mieux que quiconque. En 1839, il lance la production de pianos d'études carrés bon marché, des instruments accessibles qui ouvrent le marché aux classes moyennes, aux pensionnats, aux provinces.
Le piano cesse d'être un luxe aristocratique. Il devient un meuble de la bourgeoisie française, puis européenne. Pleyel exporte. Les caisses marquées du nom partent vers l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, l'Amérique du Sud. Mais Camille Pleyel comprend quelque chose que la plupart des industriels de son époque ignorent. Un instrument ne se vend pas seulement dans un magasin. Il se vend par le son. Et le son a besoin d'un lieu. Le 1er janvier 1830, il ouvre un salon de 150 places au 9 rue Cadet, à l'étage même de la manufacture. Le premier concert public sur piano Pleyel s'y tient ce jour-là. C'est un coup de génie commercial déguisé en geste culturel. Les pianistes jouent sur des Pleyel. Le public entend des Pleyel. Les critiques écrivent sur des Pleyel. Et les acheteurs, en sortant du concert, descendent au rez-de-chaussée et en commandent un. Puis, en décembre 1839, c'est Camille fait construire une vraie salle, 550 places, au 22 rue Rochechouart, juste à côté de la manufacture. La deuxième salle Pleyel, un lieu qui va devenir, pendant un demi-siècle, l'un des centres névralgiques de la vie musicale parisienne. Saint-Saëns y crée, Fauré y joue, Ravel y fait ses débuts. Mais avant tout cela, il y a eu un soir de février 1832 qui a changé le destin de la maison Pleyel. Chopin arrive à Paris en septembre 1831. Il a 21 ans. Il vient de Varsovie, vit à Vienne, fuyant l'insurrection polonaise écrasée par les Russes. Il s'installe au 27 boulevard Poissonnière. Un jeune homme pâle, timide, sans réseau, avec un talent immense et aucun moyen de le faire entendre. C'est Édouard Herbeau, associé de la maison Pleyel, qui arrange la rencontre avec Camille. L'entente est immédiate. Georges Mathias, élève des deux hommes, témoigne plus tard. Ils étaient comme deux instruments accordés au même diapason. Et dès 1831, Chopin écrit cette phrase qui deviendra le slogan le plus précieux de la marque. Les pianos Pleyel sont nec plus ultra. Le 26 février 1832, Chopin donne son premier concert parisien au Salon Pleyel, 9 rue Cadet. Le programme, son concerto en mi mineur, les variations sur l'Acidarem la Mano et la grande polonaise de Kalkbrenner pour 6 pianos. L'auditoire est restreint mais décisif. Mendelssohn est là, Franz Liszt est là, Fadetist était là, Friedrich Wieck était là avec sa fille, avec Clara, qui deviendra Clara Schumann. Le critique François-Joseph Fétis écrit le lendemain que ce jeune homme a découvert, sinon un renouvellement complet de la musique de piano, du moins un fragment de ce qu'on cherchait en vain depuis longtemps. Ce concert fonde une alliance qui va durer 17 ans, jusqu'à la mort de Chopin en 1849. Et cette alliance n'est pas seulement artistique, c'est un circuit commercial d'une efficacité redoutable. Pleyel ne vendait pas de pianos à Chopin. Il les mettait gratuitement à sa disposition. À Paris, à Nohant, chez George Sand, où Chopin passait ses étés. Les instruments étaient renouvelés à chaque changement de saison, parce que le transport les abîmait. Entre 1839 et 1847, au moins 22 pianos Pleyel différents ont été mis à la disposition de Chopin. Une étude d'Alain Kohler a documenté chaque numéro de série. En contrepartie, les élèves aristocrates de Chopin, comtesses, princesses, filles de banquiers, achetaient des pianos Pleyel. Les registres de vente montrent le circuit. Chopin enseigne, l'élève s'enthousiasme, l'élève commande un Pleyel. Camille était aussi l'éditeur français de Chopin. Celui-ci lui envoyait ses manuscrits, les préludes, depuis Majorque, en janvier 1839, et fixait ses prix 1500 francs pour la France et l'Angleterre. Depuis Majorque, justement, Chopin écrit à Camille une lettre qui dit toute de leur relation. Il parle de son pianino arrivé en parfait état malgré la mer et la douane de Palma, s'excuse de ne parler que d'argent et conclut en riant qu'il est décidément un homme d'affaires. Deux artistes qui se comprennent et qui savent quand te compter. Mais au-delà du commerce, il y a le son. Et c'est le son qui fait tout. Liszt, qui préférait les pianos rares, plus brillants, plus puissants, faits pour remplir une salle, décrit les Pleyel de Chopin avec une précision d'orfèvre. Une sonorité argentine, un peu voilée et un toucher facile. Un article de la revue Le Pianiste, en 1834,
résume la distinction en une phrase que tout le XIXe siècle va répéter. Il faut un piano de Pleyel pour chanter une romance de Field, caresser une mazurka de Chopin. Il faut un piano d'Érard pour le grand concert. Le Pleyel s'arrondit. L'Érard porte. Le son Pleyel, c'est la rondeur des basses, la finesse scintillante des aigus, une sonorité légère et romantique, et cette impression, décrite par le facteur Pierre Goy, que le son est au bout du doigt, que rien ne s'interpose entre l'intention du pianiste et la note qui sort. Chopin appelait son Pleyel un traître perfide, parce que le toucher exigeant punissait le moindre relâchement. Mais c'est précisément cette exigence qui donnait au pianiste le sentiment de contrôler chaque nuance. Le Pleyel ne faisait rien à votre place. Il attendait que vous lui disiez quoi faire. Le dernier concert parisien de Chopin a lieu le 16 février 1848, à la salle Pleyel de la rue Rochechouart. 300 auditeurs, des bouquets de fleurs, de la lumière de bougies, pas de gaz, pas de lustre aveuglant. Le critique du Ménestrel décrit le jeu de Chopin comme le soupir d'une fleur, le murmure des nuages. 20 mois plus tard, le 17 octobre 1849, Chopin meurt au 12 place Vendôme. Il avait 39 ans. 5 pianos, Pleyel authentiques de Chopin, existent encore dans le monde. Le pianino numéro 6668 est à la Chartreuse de Valdemosa, à Majorque. C'est sur cet instrument que furent composés les 24 préludes. Le piano à queue numéro 7267, daté de 1839, est au Musée de la musique à Paris. Le numéro 13189, à la Kobe Collection en Angleterre, est celui que Chopin appelait My Own Pleyel. Et le numéro 14810, au Musée Chopin de Varsovie, est classé au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO depuis 1999. Camille Pleyel meurt le 4 mai 1855. Il laisse une manufacture de 350 ouvriers, produisant 1400 pianos par an, une salle de concert qui porte son nom dans tout Paris, et l'héritage d'une alliance avec Chopin qui a fixé pour toujours l'identité sonore de la marque. La famille Pleyel, au sens strict, la descendance d'Ignace, cesse de diriger l'entreprise à cette date. Ce qui suit est une direction par alliance. Mais cette alliance va porter la maison Pleyel à des hauteurs que Ignace et Camille n'avaient pas imaginées. Chapitre 3. La cathédrale de Saint-Denis. L'homme qui succède à Camille Pleyel n'est pas un Pleyel. C'est son gendre. Auguste Wolf naît à Paris en 1821. Premier prix de piano au conservatoire. Il épouse la fille de Camille, entre dans l'entreprise comme associé en 1853 et prend la direction à la mort de son beau-père en 1855. La firme change de nom. Pleyel, Wolf et compagnie. Et change de nature, car Auguste Wolf n'est pas un commerçant, c'est un industriel. Et un industriel d'une espèce rare, un homme qui comprend à la fois la mécanique d'un piano et la mécanique d'une société. Ces innovations techniques arrivent en cascade. Le piano à double percussion, breveté après 1855, améliore la répétition des notes rapides. En 1858, il développe le piano pédalier, un instrument à 2 claviers dont le clavier inférieur se joue avec les pieds, comme un orgue. César Franck en reçoit un et écrit « Il surpasse mes espérances. Le son est aussi plein que possible. » En 1869, Wolf introduit les cordes croisées dans le piano de concert, une disposition qui permet d'allonger les cordes graves, d'enrichir les harmoniques, de donner au piano à queue une profondeur sonore que les cordes parallèles ne pouvaient pas produire. Érard ne l'adoptera que des décennies plus tard. En 1873, il brevette un clavier transpositeur, un mécanisme permettant de changer de tonalité sans modifier le doigté destiné aux accompagnateurs. Et il développe le cadre métallique en acier coulé d'une seule pièce. La structure interne qui donne au piano moderne sa résistance et sa stabilité d'accord. Il crée aussi le piano crapaud, un quart de queue compact baptisé ainsi par le compositeur Charles Gounod, qui trouvait que sa forme ramassée évoquait l'animal. Le nom est resté. Mais la contribution décisive de Wolf ne se joue pas dans l'atelier de prototype. Elle se joue dans la boue d'un terrain vague de la banlieue nord de Paris. En 1865, Auguste Wolf décide de quitter la rue Rochechouart.
La manufacture parisienne est devenue trop petite. La production dépasse les capacités. Les murs vibrent ou portent sous les marteaux. Et la ville pousse de tous les côtés. Les ateliers sont encerclés par les immeubles. Wolf regarde vers le nord. Saint-Denis, une commune ouvrière, industrielle, reliée à Paris par le chemin de fer. Des terrains vastes et bon marché, à l'angle du boulevard Anatole-France et du chemin des Poissonniers. Ce qu'il construit là-bas est une cathédrale. 55 000 mètres carrés. Plus de 5 hectares de manufactures, d'entrepôts, de laboratoires, d'ateliers spécialisés. Des machines à vapeur, 400 machines-outils, des dynamos électriques, à une époque où la plupart des usines fonctionnent encore à la force hydraulique. Un chauffage central, un réseau d'air comprimé circulant dans les bâtiments comme un système sanguin. Des zones de stockage pour des matériaux venus du monde entier. 1500 mètres cubes de pièces détachées en réserve permanente. Des laboratoires intégrés pour tester les bois, les métaux, les feutres, les vernis. Et au milieu de tout cela, des hommes, jusqu'à 800 ouvriers. Le processus de fabrication d'un piano Pleyel nécessitait environ 5000 pièces, 1000 heures de travail, et l'intervention de 20 artisans différents sur une durée de 9 mois. 9 mois, le même temps qu'une gestation. Et chaque étape portait un nom que les ouvriers se transmettaient de génération en génération. Découpage, égrenage, ponçage, polylustrage, vernissage, plaquage, calage, surfaçage, piquage, égalisation, harmonisation. Chaque mot désignait un geste précis, un outil particulier, une compétence acquise en années d'apprentissage. Le bois d'épicéa à rouge pour la table d'harmonie, la pièce maîtresse du piano, celle qui transforme la vibration d'une corde en musique audible, provenait de la vallée de Fiamme, dans le Trentin italien. Le même bois, issu des mêmes forêts d'altitude que Stradivarius utilisait pour ses violons 2 siècles plus tôt. Un bois sélectionné pour la régularité de son grain, la lenteur de sa croissance, la densité de ses fibres. Avant d'entrer dans l'atelier, ce bois séchait en plein air pendant 3 à 8 ans. Pas 3 à 8 semaines, 3 à 8 ans. Palissandre, sycomore et acajou pour l'ébénisterie. Chaque essence choisie pour ses propriétés acoustiques autant qu'esthétiques. Puis, les métiers se succédèrent le long de la chaîne. Les ébénistes travaillaient le meuble, les tableurs façonnaient la table d'harmonie, les monteurs de cordes tendaient les fils d'acier selon des tensions calculées au gramme près, les ferreurs ajustaient le cadre en fonte, les vernisseurs appliquaient leurs couches successives, et à la fin, les accordeurs et les harmoniseurs, les aristocrates de l'atelier, ceux dont l'oreille décidait si un piano était digne de porter le nom Pleyel. L'harmonisation, le réglage final de la sonorité, est un métier à part. L'harmoniseur pique les feutres des marteaux avec des aiguilles, modifie leur densité fibre par fibre, ajuste la dureté d'une note par rapport à ses voisines, jusqu'à ce que les 88 touches du clavier produisent un son unifié, cohérent, reconnaissable. C'est un travail d'oreille pur. Aucune machine ne peut le remplacer. Et c'est ce travail, invisible, silencieux, patient, qui donne à chaque Pleyel sa voix propre. Auguste Wolf n'est pas seulement un industriel. C'est un patron social, au sens que le XIXe siècle donne à ce mot, un homme qui considère que l'usine a des devoirs envers ceux qui la font tourner. Il instaure des cantines pour les ouvriers, pas un réfectoire sommaire, mais un vrai service de repas, entrées, plats, desserts, et à des prix subventionnés. Il fait construire des logements ouvriers à proximité de la manufacture. Il ouvre une crèche pour les enfants des ouvrières. Il met en place une assurance maladie, des décennies avant que la loi ne l'impose. À l'exposition universelle de 1889, Wolf reçoit une médaille d'or. Pas pour ses pianos, pour son action sociale. En 1887, la manufacture produit 2500 pianos par an. En 1889, Pleyel sort son 100 millième piano. Un chiffre qu'aucun facteur de piano au monde n'a encore atteint. Le nom Pleyel est sur tous les continents. Le quartier de Saint-Denis, où se dresse l'usine, commence à être connu sous le nom de Carrefour Pleyel, un nom qui restera bien après que le dernier piano aura quitté les lieux. Auguste Wolf meurt en 1887. Et comme une loi non écrite de la maison Pleyel, c'est encore un gendre qui prend la relève.
Gustave Lion naît en 1857. C'est un polytechnicien, premier ingénieur professionnel à diriger l'entreprise, le gendre d'Auguste Wolff. Il intègre la manufacture en 1882 et en prend la direction à la mort de son beau-père. Si Ignace était le compositeur, Camille le commerçant et Wolff l'industriel humaniste, Lion est le scientifique, l'homme qui applique les mathématiques au son. Ses innovations sont spectaculaires. La harpe chromatique, un instrument qui supprime les pédales de la harpe classique en disposant les cordes sur deux plans croisés, permettant aux harpistes de jouer dans toutes les tonalités sans manipulation mécanique. Les timbales chromatiques. Le playella, un piano mécanique à rouleau, ancêtre du lecteur de musique automatique. Et surtout, en 1890, le piano double duo-clave, deux pianos à queue enchâssée l'un dans l'autre, clavier face à face permettant à deux pianistes de jouer ensemble sur un seul instrument monumental. Un objet d'une folie mécanique qui fascine les salons de l'époque. Mais la collaboration la plus importante de Gustave Lion est celle qu'il noue avec Wanda Landowska. Polonaise, née en 1879, Landowska est faite à la femme qui va ressusciter le clavecin au XXe siècle. Elle vient chez Pleyel avec une demande précise. Construire un clavecin moderne de concert, capable de remplir une salle de 1000 places, avec la puissance que les clavecins baroques ne possédaient pas. Lion relève le défi. Le Pontet, grand des modèles de concert. Pleyel cette équipe est présentée à Breslau en 1912. C'est un instrument massif, à cadre métallique, avec un son qui n'a rien de baroque, mais qui permettra à Landowska de jouer Bach devant des milliers de personnes. Francis Poulenc composera son concert champêtre en 1928 pour elle et son Pleyel. Un clavecin et un orchestre, alliance improbable rendue possible par la puissance de l'instrument. Mais la contribution la plus visible de Gustave Lion au patrimoine français ne porte pas de corde. Elle porte un toit. Spécialiste d'acoustique, Lion conçoit la nouvelle salle Pleyel. La troisième, la grande, celle qui existe encore. Le chantier est lancé le 5 décembre 1924 au 252 rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement. L'architecture initiale est de Jean-Marcel Auburtin, qui meurt en 1926 avant l'achèvement. André Granet et Jean-Baptiste Maton terminent l'ouvrage. Mais le cœur du bâtiment, c'est l'acoustique de Lion, une forme d'entonnoir s'évasant depuis la scène. Un plafond parabolique calculé pour que chaque note atteigne chaque auditeur avec la même clarté, dans un style art déco qui fait de la salle elle-même un instrument. L'inauguration a lieu le 18 octobre 1927. 3000 places. L'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire sous la direction de Philippe Gaubert. Robert Casadessus en soliste. Igor Stravinsky dirige. Maurice Ravel dirige. Le président Gaston Doumergue est dans la loge officielle, entouré de Poincaré et d'Herriot. Paul Ducasse, Manuel de Falla, André Messager et Reynaldo Hahn sont dans la salle. Le tout Paris musical et la Peisto est là pour inaugurer un bâtiment dont le nom, Pleyel, est désormais gravé dans la pierre d'un boulevard qui relie l'Élysée au Terne. La salle Pleyel comprend 3 espaces. La grande salle, la salle Debussy et la salle Chopin de 509 places. 3 noms, 3 siècles de musique française et une manufacture de piano qui possède sa propre cathédrale acoustique en plein cœur de Paris. Vers 1914, la production atteint 3000 pianos par an. L'usine de Saint-Denis emploie 800 personnes. La salle Pleyel accueille les plus grands musiciens du monde. Debussy reste fidèle au piano Pleyel. Saint-Saëns, que Pleyel avait soutenu dès l'âge de 11 ans, crée ses concertos dans la salle de la rue Rochechouart, puis dans celle du Faubourg Saint-Honoré. Alfred Cortot, Samson François, Marcel Meyer, Yves Nat, la lignée des pianistes français fidèles à la marque traverse le siècle. Albert Schweitzer commandait en 1913 un piano de la jungle pour son hôpital de Lambaréné, au Gabon, un Pleyel conçu pour résister à l'humidité équatoriale. De Ruppertal à Lambaréné, un arc de plus d'1 siècle. 4 hommes, 4 tempéraments. Un compositeur autrichien qui survit à la terreur, un fils qui transforme un atelier en industrie, un gendre qui bâtit une cathédrale industrielle et invente le paternalisme social. Un polytechnicien qui fait du son une science exacte et offre à Paris l'une de ses plus belles salles.
En 1927, la maison Pleyel a 120 ans. Elle est le premier facteur de piano de France. Elle possède la plus grande salle de concert privée de Paris. Elle emploie des centaines d'artisans dont le savoir-faire se transmet par compagnonnage, de main en main, comme les partitions que le jeune Ignace copiait dans l'atelier de Haydn. Puis Gustave Lyon meurt en 1936, et avec lui, la dernière main familiale sur le gouvernail. Ce qui suit ne ressemblera à rien de ce qui précède. Chapitre 4. 5000 pièces. Une seule voix. Imaginez que vous arrivez devant ces grilles un matin de 1910. 6 heures. L'hiver. Un froid de banlieue nord, humide, qui s'accroche aux os. Le boulevard Anatole France est encore sombre. Mais l'usine, elle, est déjà éclairée. Ses fenêtres hautes, vitrées, dessinent des rectangles de lumière jaune dans la nuit qui recule. La sirène a sonné à 5h45. Les premiers ouvriers sont déjà à l'intérieur. Vous les voyez arriver par grappes, à pied depuis les rues voisines, en tramway depuis la porte de la Chapelle, à vélo depuis Aubervilliers ou Épinay. Chacun porte son bleu de travail sous le manteau. Chacun passe la grille sans ralentir. La pointeuse n'attend pas. Passé le portail, l'échelle frappe d'abord. Ce n'est pas un atelier, c'est un territoire. Des halles de briques et d'ocos de métal s'étendent sur plusieurs hectares, reliés par des allées couvertes, des voies de roulement pour les chariots, des couloirs où circule l'air comprimé dans des tuyaux de cuivre. La vapeur monte des chaudières. Le réseau électrique, dynamos internes, lignes dédiées, alimente 400 machines-outils dont le bourdonnement forme une basse continue, un drone industriel que les anciens cessaient d'entendre après la première semaine et qu'ils ne remarquaient que les jours de silence. Le voyage d'un piano commence par le bois. Le hangar de séchage est une cathédrale à ciel ouvert. Des planches d'épicéa, de palissandre, de sycomore, d'acajou sont empilées en colonnes régulières, séparées par des lattes qui laissent circuler l'air. Certaines de ces planches sont là depuis 5 ans, d'autres depuis 8. Le bois de la table d'harmonie, l'épicéa rouge du Val de Fiemme, est le plus exigeant. Trop jeune, il se déforme. Trop vieux, il perd sa résonance. Le chef du hangar connaît chaque lot par sa date d'arrivée et son origine. Il frappe les planches du plat de la main, écoute la réponse. Un geste que les luthiers pratiquent depuis le XVIIe siècle. Ici, dans la banlieue de Paris, au XXe siècle, le geste est le même. Puis le bois entre dans l'usine. Premier atelier. Les ébénistes, le meuble du piano, la caisse, le couvercle, les pieds, le pupitre, est leur domaine. Le palissandre arrive en planche brute. Les ébénistes le découpant, le cintrant, le collant, l'assemblant. Chaque courbe d'un piano à queue est obtenue par un empilement de lamelles fines collées sous pression dans un moule, poncées ensuite jusqu'à ce que la surface soit lisse comme du verre. Le travail est lent. Le bruit est celui des rabots, des ponceuses, du bois qui résiste puis cède. L'odeur est celle de la sciure fine, chaque essence a la sienne, et un ébéniste expérimenté peut identifier un bois les yeux fermés. Deuxième atelier, les tableurs. Ce sont les spécialistes de la table d'harmonie, la grande plaque de bois mince, légèrement bombée, qui transforme la vibration d'une corde en onde sonore. L'épaisseur de cette table varie du centre vers les bords, selon des courbes calculées pour que chaque registre du piano, grave, médium, aigu, soit équilibré. Les tableurs travaillent au millimètre. Ils mesurent, rabotent, écoutent entre la table d'harmonie et le poumon du piano. Si elle est trop épaisse, le son est étouffé. Trop mince, il éclate. Le savoir est dans les mains et dans l'oreille qui vérifie ce que les mains ont fait. Troisième atelier, les ferreurs. Le cadre en fonte, une seule pièce coulée, pesant parfois plus de 150 kg, et l'armature sur laquelle les cordes exercent une tension totale de 15 à 20 tonnes. Les ferreurs ajustent ce cadre dans la caisse avec une précision qui ne tolère aucun jeu. 1/10 de millimètre de décalage, et les cordes ne seront jamais justes. Quatrième atelier, les monteurs de cordes, 230 cordes en acier pour un piano de concert, chacune tendue à une tension spécifique, chacune accrochée à une cheville d'accord d'un côté et à un agrafe de l'autre. Le monteur travaille debout, penché au-dessus du cadre, ses mains noircies par le métal. Les cordes graves sont filées,
Un fil de cuivre enroulé autour du noyau d'acier pour ajouter de la masse sans ajouter de rigidité. Le diamètre du fil, le nombre de spires, la longueur vibrante, tout était calculé. Mais c'est le monteur qui exécute. Et chaque corde posée modifie les tensions de ses voisines. Le montage est une négociation permanente entre les forces. Cinquième étape, et la plus longue, la finition. Les vernisseurs appliquent leur couche de laque, chacune poncée avant la suivante, jusqu'à obtenir cette surface noire et profonde qui était la signature visuelle du piano de concert. Certains pianos, Pleyel, recevaient jusqu'à 17 couches de vernis. Chacune demandant un temps de séchage, un ponçage, un contrôle visuel en lumière rasante pour détecter la moindre imperfection. Puis viennent les derniers artisans, ceux dont personne, en dehors du métier, ne connaît le nom, mais dont le travail décide de tout. L'accordeur règle les 230 cordes. L'harmoniseur, le maître de la voix, ajuste les feutres des marteaux, aiguille par aiguille, pour que le timbre soit uniforme du grave à l'aigu, pour que le piano chante d'une seule voix sur toute l'étendue du clavier. Le régleur contrôle la mécanique, les 88 touches, les 88 marteaux, les étouffoirs, les pédales, et vérifie que chaque touche répond au même poids, au même enfoncement, à la même vitesse de retour. 1000 heures de travail, 9 mois de fabrication, 20 paires de mains. Et au bout du parcours, un instrument qui porte un numéro de série gravé dans le cadre en fonte, inscrit dans le registre de fabrication, et signé, au sens moral, par chaque artisan qui l'a touché. C'est ça, un piano Pleyel. Pas un assemblage, un parcours. Chapitre 5. Le monde derrière les grilles. L'usine de Saint-Denis n'était pas seulement un lieu de production, c'était un lieu de vie. Le matin, les rues autour du boulevard Anatole France prenaient la même direction. Les ouvriers de la première équipe, 6 heures, croisaient les maraîchers qui descendaient vers les halles. Les femmes marchaient vite, les hommes à grands pas réguliers, les apprentis en courant. On se connaissait. On connaissait le fils de l'ébéniste de la rue Pleyel, le monteur de cordes qui habitait au-dessus de la boulangerie, le contremaître qui prenait son café au comptoir du même bistrot depuis 20 ans. Le quartier et l'usine partageaient les mêmes horaires, les mêmes bruits, les mêmes silences. Car ce qui caractérisait la manufacture Pleyel, comme tant de grandes usines françaises du XIXe et du début du XXe siècle, c'était le paternalisme industriel dans sa forme la plus complète. Auguste Wolf avait construit l'usine, mais il avait aussi construit un monde autour de l'usine. Les logements ouvriers, d'abord. Des immeubles à proximité immédiate de la manufacture, loués à des prix inférieurs au marché. Pas des taudis, des logements corrects, avec eau courante, chauffage, accès à des cours intérieurs où les enfants jouaient pendant que les parents étaient à l'atelier. Ce n'était pas de la philanthropie abstraite. C'était un calcul industriel doublé d'une conviction sociale. Un ouvrier logé correctement, à 10 minutes à pied de son poste, arrive à l'heure, travaille mieux et reste dans l'entreprise. La cantine ensuite. Le repas de midi, dans la culture ouvrière française, n'est pas un détail. C'est un marqueur de civilisation. Chez Pleyel, la cantine servait et entrée, plats, fromages, desserts, un repas complet, subventionné par l'entreprise, pris en commun dans un réfectoire où les tableurs s'asseyaient avec les ébénistes, où le vernisseur mangeait à côté de l'accordeur. La hiérarchie de l'atelier se dissolvait partiellement à table. Le contremaître était là. Le patron, non. Le repas appartenait aux ouvriers. La crèche, une innovation de Wolf que les législateurs ne rendraient obligatoire que bien des décennies plus tard. Les ouvrières, c'est ça, qui travaillaient à la manufacture, pouvaient faire déposer leurs enfants le matin et les récupérer le soir. Ce n'était pas courant. Dans la plupart des usines de l'époque, une femme avec un enfant en bas âge avait le choix entre son poste et son enfant. Chez Pleyel, elle avait les deux. Et l'assurance maladie. Un système de cotisation patronale et ouvrière qui permettait aux employés malades ou blessés de recevoir une partie de leur salaire pendant leur convalescence. Wolf avait compris, avant Bismarck, avant Lloyd George, avant les grandes lois sociales françaises, qu'un ouvrier qui a peur de tomber malade travaille avec cette peur dans le corps. Et qu'un ouvrier qui sait qu'il sera protégé travaille avec l'esprit libre. Ce modèle social, la crèche, la cantine, le logement, l'assurance, n'était pas unique en France.
Les Schneider au Creusot, les Michelin à Clermont-Ferrand, les Meunières à Noisiel avaient bâti des empires similaires. Le paternalisme industriel avait ses ombres. Le patron qui loge, nourrit et soigne est aussi le patron qui contrôle. La frontière entre la protection et l'emprise est mince, et les ouvriers la connaissaient en. Mais dans le cas de Pleyel, le témoignage des anciens est remarquablement constant. L'usine était dure, le travail exigeant, les cadences sans pitié. Mais les conditions étaient meilleures qu'ailleurs. Et le sentiment d'appartenance était réel. Car il y avait autre chose que les cantines et les crèches. Il y avait le métier. Un apprenti entrait chez Pleyel à 15 ou 16 ans. Il passait des mois à observer, à porter, à poncer les rebuts, avant qu'on le laisse approcher un instrument en cours de fabrication. Le savoir se transmettait par compagnonnage. Un ancien montrait, un jeune imitait, et l'ancien corrigeait jusqu'à ce que le geste soit juste. Pas de manuel, pas de procédure écrite. Le savoir était dans les mains, dans l'oreille, dans la mémoire musculaire de gestes répétés 10 000 fois. Les familles suivaient. Le père était ébéniste, le fils devenait ébéniste. L'oncle était monteur de cordes, le neveu montait des cordes. L'historien Jean-Jacques Trinx, dont le propre grand-père était apprenti aux ateliers Pleyel de Saint-Denis dans les années 1920, témoigne de cette continuité générationnelle. Ce n'était pas un enfermement, c'était une transmission. Le savoir-faire avait une adresse, un nom, une lignée. Et cette continuité créait une fierté spécifique, celle de l'ouvrier qui sait que l'objet qu'il fabrique est le meilleur de sa catégorie. Les ouvriers de Pleyel ne fabriquaient pas des pianos. Ils fabriquaient des Pleyel. La nuance est tout. Le nom sur le cadre en fonte n'était pas celui du patron, c'était celui de leur travail. Saint-Denis, autour de la manufacture, était une ville industrielle dans toute l'acception du terme. Christoffel y produisait son argenterie. Saint-Gobain ses verres et ses miroirs. La manufacture des allumettes fumait à quelques rues. Les cheminées montaient au-dessus des toits comme les tuyaux d'un orgue géant. Le quartier que l'on commençait à appeler le carrefour Pleyel, du nom de la manufacture qui en était le cœur, vivait au rythme des sirènes. Celle de Pleyel le matin, celle de Christoffel à midi, celle de la manufacture des allumettes le soir. Chaque usine avait son timbre. Les habitants distinguaient l'une de l'autre sans regarder l'heure. La station de métro Carrefour Pleyel, sur la ligne 13, n'ouvrira qu'en 1952. Mais le nom existe bien avant elle. Il est dans les conversations, dans les adresses postales, dans la mémoire du quartier. Le nom d'un facteur de pianos autrichien, francisé, greffé sur un carrefour de banlieue parisienne, est devenu, par la force de l'habitude et du travail, le nom d'un lieu. Au tournant du siècle, EDF, Hotchkiss, Siemens s'installe dans le voisinage. Saint-Denis est un bassin industriel complet, métallurgie, chimie, instruments de précision, énergie, et Pleyel, au milieu, fabrique des instruments de musique avec la même rigueur que ses voisins fabriquent des pètes des moteurs ou du verre. C'est un monde cohérent. La sirène, la pointeuse, le vestiaire, l'atelier, la cantine, le vestiaire à nouveau, la rue, le logement, 6 jours par semaine. Les dimanches, les jardins ouvriers. L'été, les colonies de vacances organisées par le comité d'entreprise pour les enfants des employés. Un monde dont la logique interne, travail, solidarité, transmission, fierté, ne dépendait pas du marché mondial des pianos. Un monde qui pouvait sembler éternel depuis l'intérieur. Mais rien de ce qui est été construit par des hommes n'est éternel. Et ceux qui vivaient à l'intérieur de ces murs étaient les derniers à voir ce qui se préparait à l'extérieur. Chapitre 6. Le nom sur tous les continents. Au début du XXe siècle, la maison Pleyel n'est pas seulement le premier facteur de piano de France. C'est l'un des noms les plus prestigieux de la facture instrumentale mondiale, et un symbole de ce que la France sait faire quand elle allie l'artisanat à l'industrie, l'oreille à l'ingénierie, la tradition à l'innovation. La gamme est vaste. Au sommet, le P204-20, le grand queue de concert, 2,80 m, l'instrument des salles et des solistes, celui que les directeurs de conservatoire commandent et que les concertistes réclament. Le P204, piano de salon des années 1910, tient dans un appartement bourgeois sans sacrifier la profondeur du son. Le P130 et 1, surnommé
le roi des droits, est considéré par les spécialistes comme le meilleur piano droit de son époque. Un instrument compact capable de rivaliser dans un espace restreint avec bien des quarts de queue concurrents. Et le P124 Trocadéro, habillé d'un décor art déco, est un objet où la facture instrumentale rencontre les arts décoratifs, une signature Pleyel que ni Steinway ni Bechstein n'osent imiter. À ces pianos s'ajoutent des instruments que personne d'autre ne fabrique. Le piano pédalier, conçu par Wolf, reste en production pour les organistes qui veulent travailler chez eux. Les clavecins monumentaux de Landowska, des instruments sur mesure, à la demande, fabriqués par les mêmes artisans qui montent les pianos de concert. Et les harpes chromatiques de Gustave Lion, dont la fabrication nécessite un savoir-faire spécifique que Pleyel est le seul à détenir en France. Les commandes viennent du monde entier, des conservatoires européens, des salles de concert sud-américaines, des ambassades françaises qui installent un Pleyel dans leur salon de réception comme on plante un drapeau. Albert Schweitzer, en 1913, commande un piano capable de résister à l'humidité du Gabon pour son hôpital de Lambaréné. Et c'est Pleyel qui relève le défi, modifiant les cols, les bois, les vernis pour qu'un instrument pensé pour les salons de Paris survive dans la forêt équatoriale. Le prestige de la marque repose sur une constellation de musiciens qui ne jouent que sur Pleyel. Debussy, fidèle jusqu'à la fin, compose sur un Pleyel droit dans son appartement de l'avenue du Bois de Boulogne. Ravel crée la pavane pour une infante défunte et jeu d'eau à la salle Pleyel en avril 1902. Deux œuvres qui redéfinissent encore l'écriture pianistique française, jouée pour la première fois dans le lieu qui porte le nom de l'instrument. Saint-Saëns, que Pleyel avait promu dès ses 11 ans comme enfant prodige, crée son deuxième concerto en 1868 et son cinquième en 1896 dans cette même salle. Alfred Cortot donne ses cours d'interprétation sur un Pleyel. Samson François enregistre sur un Pleyel. Marcel Meyer, dont les enregistrements de Rameau et de Couperin restent des références absolues, joue un Pleyel. La concurrence existe. Elle est redoutable et elle porte des noms français. Erard, la rivale historique fondée en 1780. L'inventeur du double échappement en 1821. Le mécanisme qui permet à un marteau de revenir en position sans attendre que la touche soit entièrement relevée, rendant possible les trilles et les répétitions rapides. Franz Liszt en est le champion. Là où Chopin murmure sur un Pleyel, Liszt tonne sur un Erard. Le son Erard est brillant, puissant, projeté, fait pour les grandes salles, les grandes audiences, les grandes démonstrations de virtuosité. Le son Pleyel est rond, intime, voilé, fait pour le dialogue entre le pianiste et l'instrument, pour le nuancier infini du pianissimo. Deux écoles, deux philosophies, deux franges du piano. Gaveau, fondé en 1847 par Joseph Gabriel Gaveau, est le troisième pôle. Son usine de Fontenay-sous-Bois, construite en 1896, couvre 30 000 mètres carrés avec sa propre cité ouvrière, 2 immeubles, 29 villas, 450 ouvriers au pic, 3000 pianos par an. Sa salle de concert, la salle Gaveau, 45 rue La Boétie, 1020 places, inaugurée en 1907, est l'autre grande salle de musique de chambre de Paris. Gaveau occupe le segment intermédiaire. Moins aristocratique que Pleyel, moins spectaculaire qu'Erard, mais solide, fiable, honnête. Et le piano de la petite bourgeoisie cultivée. 3 noms, 3 usines, 3 salles de concert. En 1900, Paris est la capitale mondiale du piano. Chaque capitale a ses quartiers. Pleyel règne sur le faubourg Saint-Honoré et sur Saint-Denis. Erard sur la rue du Mail. Gaveau sur la rue La Boétie et sur Fontenay. Mais au-delà de Paris, ce sont plus de 1500 facteurs de piano qui travaillent en France au tournant du siècle. 1500. Des ateliers de jouation de 2 ou 3 personnes dans les ruelles de Montmartre. Des petites manufactures en province. Des artisans dont le nom n'a survécu que dans les registres de commerce. Paris seul, dans les années 1830, en comptait plus de 100. Le piano est un objet de consommation de masse. Chaque salon, chaque pensionnat, chaque église de campagne en veut un. Et la France, en 1900, est l'une des grandes puissances mondiales de la facture instrumentale.
Le monde produit 500 000 pianos par an en 1900, contre 2000 un siècle plus tôt. La croissance est vertigineuse. Et Pleyel, au sommet de cette pyramide française, est le nom qui circule. Quand un diplomate français fait installer un piano dans une ambassade, c'est un Pleyel. Quand un compositeur veut que son œuvre soit créée dans les meilleures conditions acoustiques de Poico de Paris, c'est à la salle Pleyel. Quand une famille de la grande bourgeoisie parisienne choisit un instrument pour le salon de son hôtel particulier, le nom qui revient est celui qu'Ignace a posé 100 ans plus tôt sur sa première plaque de facteur. Le nom est partout, sur les cadres en fonte, sur les programmes de concert, sur les affiches, sur la façade du 252 rue du Faubourg Saint-Honoré, sur les murs de l'usine de Saint-Denis, et sur un carrefour de banlieue qui ne s'appelle plus autrement. Chapitre 7. Le sommet et l'ombre. 1927 est l'année de l'apogée. La salle Pleyel vient d'ouvrir. 3000 places. Stravinsky a dirigé. Ravel a dirigé. Le président de la République était dans la loge. La critique est unanime. Lyon a conçu l'une des plus belles acoustiques de Paris. L'usine de Saint-Denis tourne à plein. Les commandes arrivent. Les artisans transmettent leur savoir à la génération suivante. Le label Pleyel est synonyme d'excellence française. Mais 1927 est aussi l'année où Gustave Lion, le dernier ingénieur de la lignée, le dernier homme qui comprenait à la fois la physique du son et la mécanique d'une entreprise, a 70 ans. Il vieillit, sa santé décline, et derrière lui, il n'y a personne. Et l'incendie du 19 juillet 1928 est le premier signal. Un feu qui ravage une partie de la salle Pleyel 1 an après son inauguration. La jauge est réduite de 3000 à 2546 places. Les réparations coûtent cher, commande cher. La salle est chère, elle est neuve, mais les dettes qui ont financé sa construction ne sont pas remboursées. Le Crédit Lyonnais, créancier principal, observe. Puis, en 1929, le monde bascule. La Grande Dépression. Le marché du piano, qui dépend de la bourgeoisie, de sa prospérité, de ses loisirs, de son désir de culture domestique, s'effondre. Les commandes chutent, les carnets se vident, les ouvriers de Saint-Denis voient les cadences ralentir, pas brutalement, progressivement, comme une fièvre qui monte sans qu'on s'en aperçoive. En mars 1933, Pleyel dépose le bilan. La maison qui avait survécu à la terreur, aux guerres napoléoniennes, aux révolutions de 1830 et de 1848, à la Commune, à la guerre de 1870, à la Première Guerre mondiale, ne survit pas à la crise de 1929. Le dépôt de bilan n'est pas une fermeture, pas encore, mais c'est une fracture dont l'entreprise ne se remettra jamais complètement. En 1934 à 1935, la salle Pleyel passe aux mains du Crédit Lyonnais. Le créancier saisit ce qu'on ne lui a pas remboursé. La salle et la manufacture sont séparées. Une rupture qui aura des conséquences pendant 7 décennies. La salle qui portait le nom des pianos n'appartient plus aux fabricants de pianos. Le lien entre le son et le lieu est coupé. Gustave Lion meurt en 1936. Avec lui s'éteint la dernière génération de bâtisseurs. 4 hommes en un siècle écart. Le compositeur, le commerçant, l'industriel humaniste, l'ingénieur acousticien, chacun apportant ce que l'époque exigeait, chacun passant le relais au suivant par la main d'une fille épousée. Une chaîne de transmission familiale, par alliance, certes, mais familiale, qui avait donné à l'entreprise une continuité de vision qu'aucun conseil d'administration ne pouvait reproduire. Après Lyon, il n'y a plus de gendre, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de main sur le gouvernail qui sache à la fois lire un bilan et écouter un accord. En 1936, au moment précis où Gustave Lion ferme les yeux, l'usine de Saint-Denis emploie encore des centaines d'artisans dont le savoir-faire n'existe nulle part ailleurs. Les apprentis continuent d'apprendre. Les tableurs continuent de raboter l'épicéa du Val de Fiemme. Les harmoniseurs continuent d'ajuster les feutres, aiguille par aiguille, pour que chaque Pleyel chante d'une seule voix. Mais l'entreprise qui les emploie vient de perdre sa salle, son équilibre financier et l'homme qui comprenait ce qu'elle fabriquait. La manufacture est intacte, le savoir-faire est intact, le nom est intact, tout est là, tout sauf la direction. Et quand une entreprise centenaire perd sa boussole,
Ce ne sont pas les murs qui tombent en premier. Ce sont les décisions qui changent de nature. Les choix cessent d'être guidés par le son et commencent à être guidés par les chiffres. Les chiffres, dans le cas de Pleyel, disent tous la même chose depuis 1933. Ils disent « déficit ». L'usine continue de produire. Les pianos continuent de sortir. Le nom continue de briller. Mais quelque chose a changé dans l'ère de Saint-Denis. Quelque chose que les ouvriers sentent avant les comptables. Parce que les ouvriers sentent tout avant les comptables. La cadence a ralenti. Les embauches se sont arrêtées. Les apprentis sont moins nombreux. Le bois sèche toujours dans le hangar. Mais on en commande moins. C'est l'apogée. Le point le plus haut avant la chute. Et debout sur ce sommet, les artisans de Saint-Denis ne pouvaient pas savoir que leur entreprise venait d'entrer dans un demi-siècle d'errance dont elle ne reviendrait pas. Chapitre 8. Un demi-siècle d'errance. Après la mort de Gustave Lion, la maison Pleyel entre dans une zone grise dont elle ne sortira plus. Les années de guerre passent. L'occupation, la libération, la reconstruction. L'usine de Saint-Denis produit encore, mais les archives de cette période sont minces, les noms des dirigeants flous, les décisions prises par des hommes dont l'histoire n'a pas retenu les visages. Ce qui est certain, c'est que la maison Pleyel, privée de sa salle, privée de sa lignée familiale, privée de l'ingénieur qui comprenait le son, continue de fabriquer des pianos. Par inertie, par la force d'un savoir-faire qui se transmet d'ouvrier à ouvrier, indépendamment de ce qui se passe dans le bureau du directeur. Mais l'inertie n'est pas une stratégie, et le monde d'après-guerre n'est pas celui d'avant. Le marché du piano change, la radio entre dans les foyers, le disque remplace le concert de salon. Les familles qui achetaient un Pleyel pour que leurs filles apprennent la musique achètent désormais un électrophone. Le piano reste un objet de prestige, mais le prestige ne suffit plus à remplir les carnets de commandes d'une usine de 800 personnes. À la fin des années 1950, les problèmes s'accumulent. Des problèmes de succession. Qui dirige, qui décide, qui investit. Et un problème technique que les anciens de la manufacture n'évoqueront jamais sans amertume. L'introduction de pièces en plastique dans les mécaniques. Des pièces moins chères, plus rapides à produire, qui remplaçaient le bois et le feutre dans des composants où la tradition exigeait le bois et le feutre. Le résultat est immédiat. La qualité baisse. Les pianistes le sentent sous leurs doigts. Les connaisseurs le remarquent. Les pianos. Pleyel de la fin des années 1950 ne sonnent plus comme les pianos Pleyel des années 1920. C'est un poison lent, parce que la réputation d'une marque de piano repose sur des décennies d'excellence et se détruit en quelques années de compromis. En 1959, Gaveau fusionne avec Erard, deux rivales centenaires qui ne peuvent peut-être plus survivre seuls. Puis, en 1961, Pleyel absorbe l'ensemble Gaveau-Erard. Les trois noms, Pleyel, Erard, Gaveau, les trois piliers de la facture française du piano, les trois salles, les trois usines, les trois siècles de savoir-faire, se retrouvent sous une seule entité juridique. La manufacture française de piano, la MFP. Le nom sonne comme un acronyme administratif. Il l'est. La fusion n'est pas un projet industriel. C'est une concentration défensive. Trois entreprises qui ne peuvent plus vivre seules et qui espèrent que l'addition de trois faiblesses fera une force. L'usine de Saint-Denis ferme ses portes vers 1960 à 1961. La production est regroupée sur le site de Gaveau, à Fontenay-sous-Bois. Les artisans de Saint-Denis qui acceptent le transfert font le trajet. Les autres partent. L'usine qui avait employé 800 personnes est vide. La MFP produit encore. Le dernier piano de concert fabriqué sous cette entité conjointe date de 1969. Un an plus tard, fin 1970, l'entreprise ferme. Une compagnie d'assurance devenue actionnaire majoritaire, dont l'identité exacte n'a jamais été retrouvée dans les archives disponibles, a décidé que la fabrication de pianos français n'était plus rentable. L'usine de Fontenay-sous-Bois ferme en 1971. Gaveau est mort, Erard est mort. Et Pleyel, le nom, les brevets, la marque, est à vendre. L'acheteur est allemand. En 1971, la fabrication est transférée à Braunschweig, en République fédérale d'Allemagne, chez Schimmel, un facteur de piano fondé en 1885 à Leipzig.
Les pianos qui portent les marques Pleyel, Erard et Gaveau sont désormais fabriqués dans des usines allemandes, sur des plans français, par des ouvriers allemands. Le registre de fabrication Pleyel note le transfert à partir du numéro de série 211 300, daté de juillet 1971. Après cette date, aucun piano portant le nom Pleyel n'est plus fabriqué en France. Le paradoxe est cruel. Les pianos Schimmel fabriqués sous le nom Pleyel se vendent bien, trop bien même. Les ventes sous la marque Pleyel nuisent à la propre marque Schimmel. L'accord qui devait sauver le nom français finit par menacer le fabricant allemand. Vers 1992 à 1994, Schimmel met fin au partenariat. Parallèlement, une autre tentative naît en France. En 1971, la même année que le transfert à Schimmel, d'anciens facteurs de la MFP craignent que la Société des pianos Rameau, à Montreuil. Puis, en 1973, l'entreprise déménage à Alès, dans le Gard. Le choix du lieu n'est pas anodin. Les Charbonnages de France financent l'installation. C'est un programme de reconversion du bassin minier Cévenol. Il faut donner du travail aux anciens mineurs. L'idée est séduisante sur le papier. Des hommes habitués au travail physique, à la discipline industrielle, au fond de la mine, vont apprendre à fabriquer des pianos. Arnaud Marion, qui dirigera l'entreprise des années plus tard, résume l'épisode avec une franchise qui fait grimacer. Il n'a pas été aisé de transformer des mineurs de charbon en fabricants de pianos. L'usine d'Alès produit sous la marque Rameau, puis, à partir de 1982, sous les marques Pleyel, Erard et Gaveau, les noms rachetés au fil des sessions successives. La production atteint 1500 à 2000 pianos par an, environ 10% du marché national. Ce n'est pas négligeable, mais la qualité est inégale, les finances précaires, et l'entreprise accumule 5 dépôts de bilan en 30 ans. 5 dépôts de bilan. C'est un chiffre qui dit tout sur la fragilité structurelle de ce qui reste de l'industrie française du piano. La chronologie des propriétaires est un vertige. Rachat par la Société des pianos de France vers 1986. 2 dépôts de bilan en 6 ans. Reprise éphémère par Musique Partenaire, au Mans, en mars 1994. Acquisition des marques par Rameau en novembre 1994. Rachat par un holding italien en 1996, dont l'identité exacte n'a pas été retrouvée. Rapatriement de la production de Schimmel vers Alès entre 1996 et 1997. Chaque session promet un redémarrage. Chaque redémarrage aboutit à un nouveau dépôt de bilan. Le nom Pleyel passe de main en main comme un objet précieux que personne ne sait tenir. Les ouvriers d'Alès, eux, restent. Ils fabriquent des pianos sous un nom qui change de propriétaire tous les 5 ans. Ils ajustent que les mécaniques, ils poncent que les caisses, ils accordent que les instruments, et ils attendent que de savoir, chaque matin en arrivant devant la grille, si l'usine sera encore là le mois suivant. En 1920, la France comptait environ 50 facteurs de piano. En 1960, il en restait 4, Pleyel, Erard, Gaveau, fusionnés et agonisants, et une poignée d'artisans indépendants que personne ne comptait. Chapitre 9. L'homme qui voulait remarier le son et le lieu. L'homme qui entre dans cette histoire à la fin des années 1990 s'appelle Hubert Martigny. Il a 60 ans, diplômé de l'École nationale supérieure d'arts et métiers, docteur en mathématiques, cofondateur en 1982 d'Altran Technologies, une société de conseil en ingénierie cotée en bourse, 16 000 ingénieurs, avec Alexis Kniazev, un homme qui a fait fortune dans les chiffres. Mais Martigny est aussi un mélomane. Son épouse, Carla Maria Tarditi, est chef d'orchestre. Et Martigny a une idée fixe, réunir ce que l'histoire a séparé. La salle Pleyel et les pianos Pleyel. En 1998, il rachète la salle Pleyel au CDR, le consortium de réalisation, structure de défaisance créée pour liquider les actifs du Crédit Lyonnais après le scandale financier des années 1990. Prix 10 millions d'euros, payés via la société IDSH. L'État français, le ministère de la Culture sous Catherine Trautmann, avait laissé passer l'opportunité. La plus grande salle de concert privée de Paris.
La salle conçue par Gustave Lyon, la salle où Chopin avait joué, où Stravinsky avait dirigé, où Ravel avait salué, vendue à un homme d'affaires privé, parce que l'État n'en voulait pas. En janvier 2000, Martini rachète la manufacture française de pianos. Les marques Pleyel, Erard, Gaveau, Rameau, aux investisseurs italiens propriétaires de l'usine d'Alès. Prix non divulgué. Sa stratégie est publique, ambitieuse, et pour la première fois depuis des décennies, porteuse de sens, remarier la salle et les pianos. Reconstruire le lien entre le nom sur la façade du 252 rue du Faubourg Saint-Honoré et le nom sur le cadre en fonte des instruments. Arnaud Marion est nommé président du directoire en 2002. C'est l'homme du redressement, un spécialiste du retournement d'entreprises en difficulté. La direction artistique de la salle est confiée à Carla Maria Tarditi, une décision que le milieu musical parisien accueille avec des murmures. L'épouse du propriétaire qui programme la salle, les critiques n'ont pas besoin de le dire à voix haute. Le sourire suffit. Pour la salle, Martini fait les choses en grand. Fermeture en octobre 2002. 30 millions d'euros de travaux. Rénovation confiée à Artec Consultant et à l'architecte François Seria. Réouverture le 13 septembre 2006. 1913 places. Acoustique modernisée, ligne préservée. Un bail de 50 ans est conclu avec la Cité de la Musique, à un loyer de 1,5 million d'euros par an. La salle Pleyel redevient le lieu de résidence de l'Orchestre de Paris. Le nom brille à nouveau. Puis, en 2009, Martini revend la salle à la Cité de la Musique pour 60,5 millions d'euros. 10 millions d'achats, 30 millions de travaux, 60 millions de reventes. Le calcul est brutal. Son épouse, en instance de divorce, conteste la transaction. Une estimation. Deloitte évaluait la salle à 110 millions. Mais la vente est faite. La salle quitte définitivement le giron privé. Et les pianos ? C'est ici que l'histoire bascule. L'usine d'Alès perd 10 000 euros par jour. Chaque matin, les comptables ajoutent une ligne rouge au bilan. La production est trop faible pour couvrir les coûts fixes. Le marché français du piano s'effondre. 40 000 ventes annuelles dans les années 1970, à peine 10 000 dans les années 2000. Et les pianos chinois arrivent. Arnaud Marion pose le diagnostic avec une clarté qui ne laisse aucune illusion. Un piano chinois en sortie de conteneur coûte entre 500 et 600 euros. Le seul meuble d'un Pleyel fabriqué à Alès, sans la mécanique, sans les cordes, sans la table d'harmonie, sans l'accordage, sans l'harmonisation, coûte 1 000 euros. 1 000 euros pour le meuble. 600 pour un piano entier venu de Chine. En février 2007, Martini ferme l'usine d'Alès. Plan social, 65 salariés licenciés. La production est transférée à Saint-Denis, pas dans l'ancienne manufacture, disparue depuis longtemps, mais dans un nouvel atelier de 1200 mètres carrés, rue des Bretons, inauguré le 9 octobre 2007. De l'usine de 55 000 mètres carrés qui employait 800 personnes, il reste un local de 1200 mètres carrés avec 5 à 12 ouvriers qui acceptent le déménagement d'Alès à Saint-Denis. Et Martini fait un choix qui va sceller le destin de la marque. Il abandonne le piano accessible. Il abandonne le marché des conservatoires, des écoles de musique, des familles qui veulent un instrument pour le salon. Il se positionne sur l'ultra-luxe. 20 à 30 pianos par an, vendus entre 42 000 et 200 000 euros, avec 14 salariés. Avec des collaborations design avec les plus grands noms. André Putman dessine le piano, Voie lactée, 89 000 euros en version standard, 200 000 en édition limitée, nacre, flanelle grise, boule de cristal. Hilton Maconico crée le Parallèle, 95 000 euros, pieds en altuglace, couleur chocolat et turquoise. Michel Delucchi conçoit le Lyrico. Le Peugeot Design Lab imagine un piano à queue concept en fibre de carbone. 165 000 euros, monopied en porte-à-faux, présenté au Mondial de l'Auto de 2012. Un piano présenté au Mondial de l'Auto. Le showroom, installé dans la salle Pleyel elle-même, est décoré par Jacques Garcia. Les objets sont magnifiques, les photos sont somptueuses, les prix sont vertigineux, mais les musiciens ne viennent pas. Le pianiste Philippe Cassard pose le verdict. Les choix esthétiques discutables et, il faut bien le dire, anti-musicaux du dernier propriétaire devaient fatalement mener à ce naufrage. Les pianistes n'achèteront jamais un
Un instrument parce que son design est futuriste et que ça aménagera agréablement leur salon. L'historien Jean-Jacques Trinque est plus direct. Martini a juste voulu se faire plaisir avec cette affaire. Les ouvriers d'Alès, eux, avaient compris bien avant. Bernard Hack, délégué du personnel, 14 ans dans l'entreprise, résume la période Martini en une phrase. Il n'a jamais cru en nous, cette usine c'était sa petite folie à lui, mais Alès était pour lui une sorte de pays perdu. Son frère Gérard, ex-salarié, complète. Quand on a fermé Alès, je n'avais aucun doute. Il n'y avait déjà plus aucun projet d'avenir pour la fabrication d'instruments de musique. Monsieur Martini ramenait son jouet chez lui. Son jouet. Le mot est celui des ouvriers. Et le mot dit tout. En décembre 2007, 6 mois après la fermeture d'Alès, la maison Pleyel reçoit le label Entreprise du patrimoine vivant. Une distinction d'État récompensant les savoir-faire rares et d'exception. Le label était cerné à une entreprise de 14 personnes qui produit 20 pianos par an à des prix que personne ne paie, dans un atelier de 1200 mètres carrés situé à 1 km de l'usine Fantôme qui employait 800 ouvriers un siècle plus tôt. Chapitre 10. 14 salariés et un communiqué. Début 2013, Hubert Martini jette l'éponge. La marque Pleyel est cédée à Didier Calmels via sa société développement et partenariat. Le prix n'est pas divulgué. Calmels est un personnage que le roman français n'aurait pas osé inventer. Né le 16 juillet 1951, avocat, puis investisseur spécialisé dans la reprise d'entreprises en faillite. Fondateur de D&P en 1992, un véhicule d'acquisition de marques en détresse. Fait d'armes revendiqué, le sauvetage du tanneur en 1997. Mais le passé de Calmels porte une ombre. En 1990, il a été condamné à 6 ans de prison pour le meurtre de son épouse, commis en 1989. Libéré début 1992, il fonde D&P la même année. C'est à cet homme que la marque Pleyel, le nom de Chopin, le nom de Debussy, le nom de la salle du Faubourg Saint-Honoré, est confiée. Le 12 novembre 2013, Bernard Roch, président de la Manufacture, annonce officiellement la fermeture de l'atelier de Saint-Denis. Le communiqué à la sécheresse d'un procès verbal. L'entreprise Pleyel confirme la fermeture de l'atelier de production de Saint-Denis, qui emploie 14 salariés, compte tenu de la situation de pertes récurrentes et du très faible niveau d'activité. Une première solution permettant d'assurer la poursuite d'une certaine partie de la production n'a pas abouti. Perte de 1 140 000 € l'année précédente. Chiffre d'affaires passé de 1 million d'euros en 2011 à 700 000 en 2012. Fermeture prévue avant fin décembre 2013. 14 salariés. L'entreprise ne dépasse pas le seuil de 50 requis pour un plan de sauvegarde de l'emploi obligatoire. Aucune grève, aucune manifestation, aucune occupation d'usine. 14 personnes dont le licenciement ne déclenchent aucun des mécanismes de protection que le droit du travail français a patiemment construit au fil des décennies. 14, c'est trop peu pour un PSE, trop peu pour un cortège, trop peu pour que les caméras se déplacent, mais pas trop peu pour que les voix portent. Sylvain Charles, chef d'atelier à Saint-Denis, ancien de l'usine d'Alès, et de ceux qui avaient suivi le transfert. Il a consacré toute sa carrière à Pleyel, jusqu'à avoir des tendinites dans le bras à force de répéter les mêmes gestes, jour après jour, année après année. Il témoigne avec la précision d'un artisan qui compte en heures. Un quart de queue demande 350 heures de montage. Un demi-queue, environ 700 heures. Un piano de concert ou un piano sur mesure. La fabrication peut dépasser 1000 heures. 1000 heures, ce n'est pas un chiffre de comptable, c'est la mesure d'un engagement. Jean-Michel Klein, chef du bureau d'études, révèle un détail qui appartient à un autre âge. Depuis l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphant, ils achetaient régulièrement des lots provenant de mammouths retrouvés congelés en Sibérie. De l'ivoire de mammouth sibérien. Pour les touches, d'un piano fabriqué dans la banlieue de Paris. Le détail est si improbable qu'il dit, mieux que n'importe quelle analyse, la nature de ce qui est en train de disparaître. Un métier où le geste et le matériau appartiennent à des échelles de temps que l'économie moderne ne sait plus compter. Mathieu Hanotin, député de Seine-Saint-Denis,
saisit le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, et la ministre de l'Artisanat, Sylvia Pinel. Sa lettre est un cri dans le vide. Il ne peut se résoudre à la fermeture de cette entreprise dans un département où le chômage, notamment celui des jeunes, est très élevé. Didier Paillard, maire PCF de Saint-Denis, dénonce la logique financière du fonds d'investissement propriétaire depuis seulement 9 mois, au mépris de la sauvegarde de cette entreprise bicentenaire prestigieuse. Il propose un plan de reprise par les salariés. Aucune réponse officielle d'Arnaud Montebourg n'a été documentée. Aucune réponse de Sylvia Pinel. Le ministère de la Culture, le ministère qui, par définition, protège le patrimoine, reste silencieux. Un an plus tôt, en 2012, le même Arnaud Montebourg s'était battu publiquement pour Florange, pour les hauts fourneaux d'ArcelorMittal, pour la sidérurgie lorraine. Des milliers d'emplois, des caméras, des enjeux électoraux. Pleyel, c'est 14 salariés. 14, cela n'apparaît dans aucun plan. Pascal Poulard lance une pétition en ligne. Le texte a la gravité d'un faire-part. Cette fermeture sonne le glas d'une époque où la transmission d'un métier noble et exigeant n'était pas mise en péril par une pression économique délirante, écrasant tout sur son passage, au risque d'y perdre son âme. L'écho médiatique est bref mais massif. L'article du Monde annonçant la fermeture avait été partagé près de 10 000 fois sur Facebook. Davantage, note un chroniqueur, que l'article annonçant la mort de Lou Reed à la même époque. Le Figaro titre sur le glas du piano français. Libération met Pleyel sur la touche. Le Temps, depuis Genève, parle de naufrages pathétiques et de douloureuses agonies. France 24 écrit un requiem. Quelques jours, puis le silence. Aucun documentaire télévisé consacré à la fermeture n'a été identifié. Aucune cérémonie pour le dernier piano sorti de l'atelier n'a été documentée. La direction n'a pas souhaité répondre aux questions de la presse. 14 salariés ont reçu leur lettre de licenciement. Et le nom Pleyel a cessé de désigner un lieu où des mains fabriquaient un son. Le mot de la fin appartient à Arnaud Marion, l'ancien président du directoire, celui qui avait vu les deux côtés, le rêve de Martini et la réalité des chiffres. Son diagnostic est sans pépétite et sans appel. Un piano dure en général très longtemps, il n'y a pas de consommable. Face au déclin du marché, le modèle économique de cet instrument est devenu de moins en moins évident. Impossible de résister à des concurrents chinois qui paient leurs ouvriers 150 $ par mois. Un piano chinois arrivé en France en sortie de conteneur coûte entre 500 et 600 €. 400 de moins que le seul meuble fabriqué à Alès. 400 € de différence entre un piano entier et un meuble vide. Tout le reste, les milleurs, les 20 artisans, l'épicéa du Val de Fiemme, l'ivoire de mammouth sibérien, tenaient dans cet écart. Chapitre 11. Le nom sans les mains. En 2017, un homme de 75 ans rachète les marques Pleyel, Erard, Gaveau et Rameau. Il s'appelle Gérard Garnier. Son fils Benjamin est à ses côtés. Il dirige le groupe Algam à Nantes, le leader européen de la distribution d'instruments de musique. 242 millions d'euros de chiffre d'affaires, 600 salariés, plus de 200 marques distribuées, fabriquant des guitares Lag. Le prix de rachat des marques n'est pas divulgué. Gérard Garnier prononce une phrase qui restera. Il fallait sauver le Titanic, le faire remonter à la surface. Le Titanic. Le mot dit tout, l'ambition, la conscience du naufrage et l'aveu implicite que ce qui remonte n'est pas ce qui a coulé. Ce qui remonte, c'est un nom. 4 années de recherche et développement. Le développement initial est confié à Patrick Horn-Wegner, qui quittera l'entreprise fin 2021. Les raisons ne sont pas documentées. La validation musicale est assurée par le pianiste Yves Henry, spécialiste de Chopin et de l'univers Pleyel, professeur au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Henry joue les prototypes et prononce son verdict. L'ADN Pleyel était bien là. Il chantait d'une belle voix lumineuse et claire. Mais où sont fabriqués ces nouveaux Pleyel ? La série P, la gamme dite Héritage, est assemblée en Indonésie, dans l'usine Samik, sur une ligne de production dédiée. L'ensemble harmonique provient de l'usine Pleyel de Ningbo, en Chine. Les collections art et design et haute facture sont assemblées à Bayreuth,
en Allemagne. La finition, 3 mois minimum de stabilisation en environnement contrôlé, 4 accords successifs, se fait à l'atelier Pleyel de Thouaré-sur-Loire, près de Nantes. Les tables d'harmonie restent en épicéa du Val de Fiemme. Les cordes viennent de Hellerbach et Roslau, en Allemagne. La conception est française, logiciel SolidWorks de Dassault Systèmes. Pleyel China est créé à Pékin, 5 employés, Pebugo, pour un marché chinois de 330 000 à 350 000 pianos par an, contre 4 500 en France. Le jugement des spécialistes est partagé. Pianos Magne, restaurateur établi à Versailles et spécialiste des instruments historiques, est catégorique. Ces pianos n'ont rien de commun avec les pianos Pleyel d'avant 1971. Stephen Polello, le dernier facteur de piano indépendant français, celui qui fabrique encore chaque instrument de ses propres mains dans son atelier, relancer la production de masse de Pleyel, et en plus en Indonésie, ça ne m'intéresse pas. C'est plus du business que de l'art. Plus du business que de l'art. La phrase est le miroir exact de ce que la maison Pleyel avait été pendant 150 ans, plus de l'art que du business. Le rapport s'est inversé. Et personne n'a trouvé le moyen de le redresser. L'histoire de Pleyel reproduit un schéma que la France connaît par cœur. Excellence artisanale construite sur des décennies. Incapacité à s'adapter au marché mondial. Fermeture, rachat du nom, production délocalisée. Le nom survit, la substance a disparu. Moulinex, fondé en 1932, en faillite en 2001, racheté par SEB, 5000 licenciements. Manufrance, Saint-Étienne, faillite en 1985. Les Cristalleries de Portieux, fondées vers 1690, devenues une filiale d'une petite société parisienne. Le motif était le même. Le nom sur l'étiquette est français. Les mains qui fabriquent ne le sont plus. La salle Pleyel, elle, a poursuivi sa propre trajectoire. Après le rachat par la Cité de la Musique en 2009, elle s'est concédée en janvier 2015 au groupe Fimalac de Marc Ladreit de La Charrière, bail de 15 ans, redevance annuelle d'1 850 000 €. 12 millions d'euros de travaux. Réouverture en septembre 2016 avec 2000 places assises et 500 debout. Mais une clause interdit la programmation de musique classique, pour ne pas concurrencer la Philharmonie de Paris, inaugurée le 14 janvier 2015 sur le site de la Villette. La salle Pleyel, la salle conçue par Gustave Lion pour l'acoustique du piano, la salle où Chopin avait joué son premier concert parisien, la salle inaugurée par Stravinsky et Ravel, ne programme plus de musique classique. Variété, jazz, rock, chansons françaises, K-pop. La salle porte le nom. Le nom n'a plus le son. Et l'usine de Saint-Denis, le terrain où Auguste Wolff avait bâti sa cathédrale industrielle, porte aujourd'hui une tour de 129 mètres et 37 étages. La tour Pleyel, érigée en 1972, longtemps siglée Philips puis Siemens à son sommet. Entre 2020 et 2024, elle a été transformée en complexe hôtelier. 697 chambres, une piscine panoramique au 40e étage, 40 000 mètres carrés de bureaux, un centre de conférence. Investisseur, Pleyel Investissement. Livraison partielle pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. À quelques centaines de mètres, la gare Saint-Denis-Pleyel, la plus grande gare du Grand Paris Express, a été inaugurée le 24 juin 2024. Architecture de Kengo Kuma. 4 lignes de métro automatique, 250 000 voyageurs par jour attendus en 2030. Le franchissement urbain. Pleyel, 300 mètres de passerelle enjambant 48 voies ferrées, 8800 tonnes d'acier, plus que la tour Eiffel, a été ouvert le même jour. L'ancien village olympique Pleyel-Bords de Seine se reconvertit en 2200 logements familiaux et 980 logements étudiants. Le nom Pleyel est gravé sur une gare futuriste, sur un hôtel 4 étoiles, sur des tours de bureaux, sur une passerelle d'acier. Le mag Seine-Saint-Denis le note avec la précision d'un archiviste. Le nom Pleyel est l'héritage d'un savoir-faire de prestige, celui des pianos Pleyel. L'héritage. Le mot est juste. Un héritage est ce qui reste quand le testateur est mort. C'est Chapitre 12. Ce qui reste
en septembre 2024. Un piano Pleyel P204-20 est joué lors de la parade des champions olympiques sur les Champs-Élysées. Un piano à queue de concert portant le nom le plus ancien de la facture française. Assemblé en Indonésie, dans l'usine coréenne SAMIC. Finition en France, sont fabriqués en Chine. Le prochain concours international de piano Chopin-Pleyel est prévu du 15 au 23 août 2026, à Nohant, le domaine de George Sand, la même où Chopin composait ses ballades et ses nocturnes sur un Pleyel que Camille lui fournissait gratuitement et qu'on remplaçait à chaque saison parce que le voyage depuis Paris les fatiguait. Le nom circule encore. Le son a changé de continent. 4 hommes avaient construit quelque chose. Un compositeur qui avait survécu à la terreur en composant des hymnes républicains. Un fils qui avait fait d'un atelier une industrie et d'un salon de 150 places un empire commercial. Un gendre qui avait bâti une cathédrale de 55 000 mètres carrés, inventé le paternalisme social et produit le 100 millième piano. Un polytechnicien qui avait calculé la courbure d'un plafond pour que chaque note atteigne chaque oreille. Et puis, pièce après pièce, décision après décision, propriétaire après propriétaire, tout a été démonté. La faillite de 1933, la saisie de la salle par le Crédit Lyonnais, la mort du dernier lion, la fusion défensive avec les rivales mourantes, le transfert en Allemagne, les 5 dépôts de bilan d'Alès, le virage vers le luxe que personne n'achetait, la fermeture d'un atelier de 14 personnes un matin de novembre 2013, sans cérémonie, sans caméra, sans réponse du ministre. Le label Entreprise du patrimoine vivant est toujours décerné en France. Environ 1400 entreprises le portent aujourd'hui, représentant 59 000 emplois et 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le label récompense les savoir-faire rares et d'exception. Il ne dispose d'aucun mécanisme de sauvetage industriel. Pleyel l'a reçu en décembre 2007. L'entreprise a fermé 6 ans plus tard. Les ventes annuelles de pianos en France sont passées de 40 000 dans les années 1970 à 4 500 aujourd'hui. En 2013, avec la fermeture de Pleyel, le nombre de facteurs de pianos fabriqués en France est tombé à 0. 0. Le mot pèse autant que les chiffres qui le précèdent. Les 1500 facteurs de 1900, les 100 de Paris en 1830, les 800 ouvriers de Saint-Denis, les 5000 pièces et les 1000 heures de chaque instrument. Tout ce que ces chiffres contenaient, les gestes, les savoirs, les transmissions, les tendinités de Sylvain Charles, l'oreille de Henson-Diz de l'harmoniseur, l'ivoire de mammouth, l'épicéa du Val de Fiemme, séchant pendant 8 ans dans un hangar de banlieue, tout cela tient désormais dans un seul chiffre. Jean-Jacques Trinques, l'historien dont le grand-père était apprenti chez Pleyel dans les années 1920, a prononcé 2 phrases le jour de l'annonce. La première, il a eu un pincement au cœur. Il n'y avait plus de grande usine depuis des années, mais c'est triste parce que c'est la mort d'un symbole. La seconde, il espère que ces pianos seront construits un jour de nouveau en France. Puis il a ajouté plus bas, mais il craint que ce soit avec un Made in China gravé sur le côté. Il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Et c'est peut-être le plus accablant. Les ouvriers d'Alès savaient. Les artisans de Saint-Denis savaient. L'historien dont le grand-père avait appris le métier dans ses murs savait. Ils savaient tous, depuis des années, que l'histoire se terminait comme elle se terminait. Pas de surprise, mais encore beaucoup d'amertume, comme l'ont dit les Alésiens le jour où la nouvelle est tombée. L'amertume. Pas la colère, pas la révolte. L'amertume, ce sentiment lent, profond, qui reste quand la colère est retombée et que la surprise n'est même plus possible. L'amertume de ceux qui avaient raison trop tôt et à qui personne n'a demandé leur avis. Le nom Pleyel est inscrit dans la pierre d'une gare dessinée par Kengo Kuma. Il est imprimé sur les brochures d'un hôtel 4 étoiles avec piscine panoramique. Il est apposé sur des pianos assemblés à 10 000 km de Saint-Denis. Il est programmé sur les affiches d'un concours Chopin à Nohant. Mais dans un atelier de 1200 mètres carrés de la rue des Bretons, à Saint-Denis, il n'y a plus personne. Pas de sirène le matin, pas de pointeuse, pas d'odeur d'épicéa, pas de bruit de marteau sur corde, pas de main. Ce qui reste du nom Pleyel est partout. Ce qui reste du son Pleyel est nulle part.